Merci à tous voilà, de vous être connectés un petit peu plus tôt que prévu, notamment pour profiter de la soirée. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel Escalan, je suis directeur de la société Southern Implant France. J'ai le plaisir ce soir de convier le docteur Gardella en tant que modérateur du webinaire du docteur Choukroun, qui nous parlera d'un sujet intéressant que nous ne traitons pas habituellement chez Southern Implant et donc que Joseph a appelé l'ostéo-immunologie, où je pense qu'on va apprendre des choses très intéressantes qui concernent la cicatrisation autour des implants. Et je pense que ça reste toujours un sujet d'actualité quand on veut évoluer et apporter des solutions innovantes à nos patients. Donc, comme nous, vous le savez, Southern Implant est vraiment concentré sur la science et le développement des dispositifs médicaux. Voilà, on fait souvent appel au docteur Choukroun pour ses connaissances dans la partie des comblements, de l'aménagement des tissus durs, des tissus mous, car nous savons que c'est un expert et voilà, on lui fait confiance pour apporter un sujet encore une fois de plus de qualité, comme on a pu le développer depuis quelques mois dans la SI Academy. Donc, je vous laisse voilà, le soin voilà, d'apporter cette science de l'ostéo-immunologie et on reste disponible pour répondre à vos questions, quoi, notamment Jean-Pierre. Et si vous avez des questions tout au long de la conférence, n'hésitez pas à les poser vous avez un petit onglet Q&R, c'est là où le docteur Gardella va récoller l'ensemble des questions et pourra voilà, interagir avec Joseph pour répondre le plus rapidement possible à vos interrogations. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Bien, écoutez, on va commencer. On va commencer tout de suite, s'il veut bien. Alors, ce soir, nous allons parler d'ostéologie et de stress oxydatif. Et vous allez comprendre, à la suite de ce webinaire, les deux pièces manquantes qui nous manquaient dans ce puzzle, à savoir ce que je viens de citer, l'ostéoimmunologie et le stress oxydatif. Cette année 2020 a été une année horrible. Et on a été arrêté, on a eu peur pour notre santé, etc. Mais on a appris ce que sont les comorbidités. Mais ces comorbidités, comme vous allez le voir, sont liées à l'immunité et au stress oxydatif. On a compris ce que c'était qu'un orage cytokinique, c'est-à-dire qu'un patient qui va libérer beaucoup de cytokines inflammatoires va risquer sa vie au cours de cet orage. Et cette inflammation non contrôlée, maintenant on comprend qu'elle est vraiment délétère pour la santé. Au cours de cette année, l'ostéoimmunologie est montée en puissance. Et comme j'ai eu beaucoup de temps libre, je me suis dit qu'il fallait peut-être repartir d'une page blanche. Oui, une page blanche pour peut-être repenser tout ce qu'on fait tous les jours avec nos patients. Et pour repartir de cette page blanche, je suis parti de la cicatrisation osseuse après une fracture. Celle qui est toute simple, celle qu'on connaît depuis si longtemps. En fait, cette fracture, elle cicatrise en 4 à 6 semaines, puisqu'en général, on permet la mise en charge ou le fonctionnement de cet os qui a été fracturé au bout de 4 à 6 semaines. Comment démarre cette cicatrisation? Elle démarre par une inflammation, c'est-à-dire un afflux de cellules immunitaires, et ces cellules immunitaires vont libérer des cytokines inflammatoires. Mais ces cytokines inflammatoires vont induire une angiogénèse et la formation d'un tissu de granulation. Il y a 2 conditions obligatoires pour que cette libération de cytokines induise une angiogénèse. La première, c'est qu'il faut des antioxydants en quantité suffisante. On va comprendre pourquoi très vite. La deuxième condition, c'est qu'il faut une activation des gènes de la réparation cellulaire. Dans nos cellules, nous avons au moins 500 gènes entièrement dédiés à la réparation des cellules. 500 gènes. Et comment on va activer ces gènes qui vont induire la cicatrisation et la réparation?
Cette activation a besoin d'un facteur de transcription. Ce sont ces facteurs qui activent les gènes, et ce facteur s'appelle le Nuclear Related Factor 2, le NRF2. Ce NRF2, c'est l'activateur numéro 1 des gènes de la réparation cellulaire. Juste pour faire une introduction, et vous allez comprendre plus tard, un des plus puissants activateurs ou stimulants de la synthèse de NRF2, c'est la vitamine D. Et vous comprenez qu'on a déjà commencé à rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, quand on parle d'ostéo-intégration, c'est la science de l'ostéologie, et dans mes recherches, j'ai retrouvé l'origine du mot ostéologie. Il vient d'un chirurgien qui s'appelle Cabrol, qui était anatomiste à l'université de Montpellier, dont j'ai la fierté de sortir, qui était à l'époque chirurgien du roi, et c'est lui le premier, il y a plus de 4 siècles, qui a utilisé le premier le terme ostéologie. Mais aujourd'hui, ce terme a été remplacé depuis l'an 2000 par le terme ostéo-immunologie. Alors pourquoi maintenant on ne parle plus d'ostéologie? Tout simplement parce que l'ostéo-intégration démarre par une réaction immunitaire. Et enfin que le comportement des cellules osseuses est sous le contrôle du système immunitaire. Ce qui fait que maintenant on a un schéma différent, à savoir que les cellules osseuses communiquent entre elles à travers le système immunitaire. Et ça va avoir une importance énorme sur la compréhension des mécanismes. Comprendre l'ostéoimmunologie, c'est quoi? D'abord, comprendre que l'angiogénèse est induite par une réaction immunitaire. On parle beaucoup d'angiogénèse, on parle tout le temps d'angiogénèse, mais il faut savoir que l'angiogénèse démarre par une réaction immunitaire. Le système immunitaire, il comprend des cellules et des protéines. Les anticorps, les interleukines, le TNF, toutes ces cellules sont obligatoires et indispensables. C'est quoi l'inflammation? L'inflammation, c'est cette réaction liée à la libération de cytokines. Mais elle est toujours bénéfique les premiers jours. Sauf que, et là c'est un détail majeur, en cas de libération prolongée, on va avoir l'effet inverse. L'inflammation ne va pas devenir un élément de cicatrisation, mais un élément qui va gêner la cicatrisation. Et cette ostéo-intégration, du coup, va être contrariée. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que l'inflammation doit être limitée dans le temps. Quelques jours seulement. Les conditions pour avoir une immunité performante, on les connaît bien aujourd'hui, c'est d'avoir un bon déroulement des réactions d'oxydoréduction. Ces réactions d'oxydoréduction, vous le savez, se déroulent principalement dans les mitochondries pour générer de l'énergie. Elles sont nécessaires à la vie, elles sont obligatoires. Sauf que ces réactions aboutissent à la formation d'oxydants et d'antioxydants. Aujourd'hui, en biologie, on sait qu'on doit avoir un équilibre indispensable entre les deux. L'immunité, c'est une production d'antioxydants en quantité suffisante. Vous comprenez pourquoi on parle beaucoup d'antioxydants un peu partout? C'est parce qu'ils sont nécessaires à l'immunité. Mais parfois, on produit trop d'oxydants. Ou alors, on ne produit pas assez d'antioxydants. Et alors, la balance devient négative, et c'est ce qu'on appelle un stress oxydatif, c'est-à-dire un excès d'oxydants. L'origine, c'est des troubles de l'oxydoréduction, c'est ce qu'on rencontre dans des maladies que l'on connaît bien, le diabète, l'obésité, le cancer, le tabagisme. Mais l'hypoxie et l'inflammation vont aussi entraîner une production excessive d'oxydants. Les conséquences de ce stress oxydatif, c'est une altération de la physiologie cellulaire avec une cicatrisation retardée et une immunité déficiente. Et ces patients qui sont en stress oxydatif vont rencontrer plus de complications et plus d'échecs. Prenons l'exemple des patients dont on sait qu'ils sont plus risqués et dont on sait qu'ils développent plus de complications. Ils développent plus de complications parce qu'ils sont en stress oxydatif chronique. Et voilà pourquoi ces patients sont des patients à risque. Alors, pourquoi ces patients sont en stress oxydatif? Les diabétiques, on sait depuis peu que le diabète est une maladie inflammatoire chronique. Donc, qui dit maladie inflammatoire chronique dit production en excès d'oxydants. L'hyperglycémie induit aussi un stress oxydatif et ces patients sont déficitaires en vitamine D. Les fumeurs, les mécanismes sont bien connus maintenant.
au contact des tissus, la fumée va détruire les antioxydants de ces tissus, que sont les tissus oraux, la peau, le poumon. C'est pour ça qu'ils font un cancer du poumon, parce que leurs poumons sont en stress oxydatif permanent. Et ils sont aussi déficitaires en vitamine D. Alors, vous avez compris que la vitamine D qui stimule le NRF2 est là pour améliorer la cicatrisation. Donc, cet excès de stress, cet excès d'oxydants va inhiber les ostéoblastes et va activer les ostéoclastes, avec comme résultat un échec du remodelage osseux et donc une résorption. Il faut comprendre, il faut savoir que la résorption osseuse n'est due qu'à un seul mécanisme, un seul, c'est l'échec du remodelage, c'est-à-dire l'os ne se renouvelle pas. Mais le principal mécanisme de l'échec du remodelage, c'est le stress oxydatif osseux. On va prendre un exemple très simple que vous connaissez très bien. Les dentements. Qu'est-ce qui se passe quand on est édenté? Eh bien, l'os ne travaille pas, puisqu'il n'y a pas les dents pour faire activer mécaniquement l'os. Et quand l'os ne travaille pas, eh bien, il va tomber en stress oxydatif. Et voilà pourquoi l'édentement va entraîner une résorption de la crête. Voilà, c'est très simple. Pas d'activité, stress oxydatif, résorption. Et donc, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ce stress oxydatif va apparaître. On a dit, en introduction, qu'il y avait 3 causes, l'inflammation, les troubles de l'oxydéreduction et l'ischémie. Prenons d'abord l'inflammation. Soit c'est une maladie inflammatoire chronique, soit c'est une contamination bactérienne, soit c'est une réaction à un corps étranger. Ces maladies inflammatoires chroniques, on sait qu'elles rencontrent des taux de cytokines inflammatoires élevés, comme l'obésité, le diabète, le VIH, les maladies auto-immunes, ou alors ce sont des patients qui sont déficitaires en immunoglobuline. Ils ne produisent pas assez d'anticorps, ou alors ils prennent des médicaments qui sont immunosuppresseurs. Deuxième origine, c'est l'inflammation induite par des bactéries. Il faut savoir d'abord que la bouche contient beaucoup de bactéries et qu'il y a une barrière inévitable, c'est l'épithélium. L'épithélium dans la gencive, comme tous les épithéliums de l'organisme, leur premier rôle, c'est de ne pas laisser rentrer les bactéries. Et donc, on va dire que cet épithélium, il a des points positifs et il a des points négatifs. L'épithélium a une fonction immunitaire innée, c'est-à-dire il joue un rôle dans l'immunité de la bouche. Mais, et ça c'est très récent, depuis février 2021, on vient de découvrir que la gencive contient des grandes quantités de cellules souches hématopoïétiques. À quoi servent ces cellules souches hématopoïétiques de la gencive? Dans cet article, Krishnan montre que dans les sulcus autour des dents, l'organisme produit à peu près 100 000 leucocytes par heure. C'est-à-dire 100 000 leucocytes viennent se déverser dans le sulcus pour participer à la lutte contre les bactéries. Mais qui les fabrique? Elles ne viennent pas du sang, elles sont fabriquées par la gencive. Ces polynucléaires neutrophiles sont fabriqués grâce à la présence de cellules souches qui vont produire en permanence des cellules blanches. Mais l'épithélium a des points négatifs. D'abord, il est contaminé. Ça, c'est une évidence. Et deuxièmement, à certains endroits, il est perméable aux bactéries. C'est le cas de l'épithélium jonctionnel. Et donc, ce qu'on va retenir, c'est que l'épithélium peut être, dans certains cas, une porte d'entrée aux bactéries. Joseph? Oui. Il n'y a pas de questions dans l'audience. Moi, j'en ai cependant une à te poser. Avec plaisir, mon ami. La différence sur le plan de la cicatrisation entre une cicatrisation qui s'opère en milieu ouvert ou en milieu fermé. Je m'entends. Tu faisais allusion tout à l'heure à la réparation d'une fracture. Oui. Tu es d'accord avec moi que pour le bon déroulement de la réparation de cette fracture, il vaut mieux que ça se déroule en milieu fermé. Absolument. Dans la bouche, on est, sur le plan chirurgical, amené à traiter 2 types de situations. Soit on arrive à obtenir la fermeture en première intention du site opéré, oui. Soit on travaille en milieu ouvert. Oui.
quelle est, selon toi, la différence sur le plan immunologique entre les deux modèles de cicatrisation? La différence entre les deux modèles, c'est que la bouche a, comme je t'ai dit, l'épithélium a une fonction immunitaire énorme, ce qui fait que tu peux laisser un site ouvert dans la bouche et il va cicatriser. Parce que les capacités immunitaires que l'on a dans la bouche ne sont pas celles que l'on va avoir dans un os long, par exemple, qui lui, dès qu'il va rencontrer une bactérie, va mettre un genou à terre. Donc, tu veux dire que le milieu buccal est privilégié par rapport aux autres sites de cicatrisation? Absolument. Absolument. Alors, quid des situations où, par exemple, on a un greffon, quelle que soit sa nature, qui s'expose dans le milieu buccal? Quand il s'expose, c'est que justement, ton immunité n'a pas fonctionné. D'accord. Voilà, tu vois, je veux dire, on va inverser le problème. Si je n'ai pas réussi, c'est que l'immunité de la bouche n'a pas bien fonctionné. Mais je vais le développer petit à petit, tu vois. Enfin, j'espère que j'ai déjà répondu en partie à ta question. En partie, en partie. Oui, Alors, oui, mais je suis obligé. J'en ai tout de suite une seconde, excusez-moi, mais j'abuse. Quel est, selon toi, mais c'est en rapport avec le début de ton exposé, quelle est selon toi la différence entre un échec primaire et un échec secondaire? L'échec primaire étant l'implant qui ne s'ostéo-intègre pas dans les premiers jours, voire les premières semaines, et un phénomène, par exemple, soit de périimplantite, soit de ces échecs qui se caractérisent par cet aspect radiographique caractéristique du liseré noir sans cratérisation qui arrive autour d'un implant. Donne-moi ton avis là-dessus. Mais tout simplement, c'est que quand tu poses un implant, c'est pour ça que j'ai insisté au début sur les fameux 4-5 premiers jours. Il faut réussir. Quand tu poses un implant ou quand tu fais ce que tu veux, il faut que, en fait, la cicatrisation soit quasiment achevée, interne, je parle, en 4-5 jours. Au-delà du 4e, 5e jour, si tu ne l'as pas achevé, alors tu vas rencontrer des problèmes de fibro-intégration. Et tu vas voir, je vais bien expliquer ce phénomène. Donc, on va continuer. Tu vas voir, je vais répondre petit à petit à tes questions. OK. Alors, comment la greffe osseuse se contamine? En péro-opératoire, on en parlait, le site est contaminé parce que le patient respire, parce que tu as fait des incisions, parce qu'il y a de la salive, parce qu'il y a des instruments qui se baladent partout et donc des bactéries pathogènes peuvent envahir le greffe. Mais en post-opératoire, les bactéries pénètrent par la gencive. Comment elles pénètrent par la gencive? Premièrement, parce qu'on a utilisé des fils qui sont trop gros. Je me bats depuis des années pour essayer de faire comprendre aux praticiens qu'un 3,0 est un fil absolument à bannir parce que plus l'aiguille est grosse et plus le trou est gros et plus tu favorises l'entrée des bactéries dans le site. Deuxièmement, les fils tressés. On sait très bien que les fils tressés, la soie, le vicryl, sont inflammatoires. Ils ne sont pas inflammatoires par leur nature, ils sont inflammatoires parce qu'ils laissent rentrer les bactéries. Et donc, il faut bannir définitivement ce type de fil. Deuxièmement, on sait que les patients qui ont un biotype fin ont une tendance plus élevée à s'infecter. Pour quelle raison? Et c'est le travail que nous sommes en train de faire avec une université en Corée et au CNRS de Nice, c'est essayer de comprendre pourquoi ce biotype fin s'infecte rapidement et vraisemblablement, il n'est pas imperméable aux bactéries. Voilà pourquoi il s'infecte plus souvent. Et enfin, la trame collagénique, Joseph, peut-être? Oui, il y a plein de facteurs. Mais l'épithélium, parce que là, on ne parle pas du collagène dans la gencive, on parle de l'épithélium seulement. C'est lui qui est la barrière. Ou il est fonctionnel et il laisse rien rentrer, ou il n'est pas fonctionnel et il laisse rentrer. D'ailleurs, récemment, avec mon ami Marco Ronda, il nous a fait un cours ici à Nice magnifique et il a insisté sur la jonction du lambeau avec la dent adjacente. En effet, pour lui, la majorité des infections se passent à ce niveau-là. Les bactéries pénètrent par cette zone et d'ailleurs, il nous a dit, depuis que j'ai modifié mes techniques de suture, depuis que j'y attache une grande importance et que je fais les sutures avec une grande minutie, j'ai réduit de 50%
métaux d'infection dans les greffes osseuses. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que depuis au moins 10 ans, je leur dis de faire attention justement à la suture autour de la dent adjacente en préconisant un point profond pour isoler l'épithélium jonctionnel. À l'époque, je ne le savais pas, c'était cliniquement que j'avais constaté. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce que c'est l'épithélium jonctionnel qui laisse rentrer les bactéries. Tu veux dire ces sutures sur 2 plans, un plan profond avec… Absolument, absolument, voilà. absolument, absolument. On est d'accord. Mais je pense que tu as la même expérience. Oui, absolument, toujours suturé sur 2 plans. Alors, quid des fils résorbables, Joseph? Des fils résorbables. Écoute, moi, je ne conseille qu'un seul fil, c'est le monofil résorbable que j'ai lancé il y a une dizaine d'années, c'est le Glycolon. Moi, ça ne me gêne pas que… Ce n'est pas ça qui donne l'inflammation. L'inflammation, c'est d'abord les bactéries. Donc, s'il est résorbable, il va rester longtemps parce qu'on sait que plus il reste et plus le périoste se réattache facilement. D'ailleurs, souvent, les désunions de suture se voient après l'ablation des fils. C'est parce que le périoste n'était pas suffisamment attaché. Donc, pour moi, un fil doit rester un mois. Et pour cela, je conseille un fil qui se résorbe en un mois, c'est-à-dire c'est le Glycolon. Donc, ces bactéries ont pénétré, elles vont provoquer une inflammation, un afflux de cellules. Ce sont les polynucléaires neutrophiles qui arrivent les premiers. Pourquoi les premiers? Parce que ce sont eux qui sont capables de phagocyter les bactéries. Ensuite, deuxième, troisième jour, les monocytes et les lymphocytes arrivent. Et au quatrième jour, il n'y a quasiment plus que des macrophages et des lymphocytes. Ça veut dire tout simplement qu'au quatrième jour, la guérison doit être achevée. Pourquoi elle doit être achevée? Parce que si, au-delà du quatrième jour, les bactéries persistent, alors les macrophages et les lymphocytes vont se mettre à libérer de manière prolongée des cytokines pro-inflammatoires. On a dit qu'il ne fallait pas que ça dure longtemps. Et donc, cette libération de cytokines inflammatoires va avoir comme principal résultat, c'est de stimuler et de différencier les ostéoclastes. Mais ce que l'on sait depuis peu, c'est que ces ostéoclastes différenciés vont se mettre aussi à libérer des cytokines inflammatoires. On peut imaginer qu'il se passe un orage cytokinique local. Et c'est pour ça que maintenant, on a classifié les ostéoclastes comme des cellules immunitaires, parce qu'elles sont capables aussi de libérer des cytokines inflammatoires. Et donc, cette inflammation persistante, on l'a vu au début, induit un stress oxydatif. Du coup, infection par déficit immunitaire. Qui dit stress oxydatif dit excès d'oxydants, dit immunité qui ne fonctionne pas. Qui dit stress oxydatif dit résorption parce que les cytokines inflammatoires vont activer les ostéoclastes. Et troisième conséquence, la fibrose. Ça, c'est la leçon du Covid. On a vu au début où les diagnostics se faisaient au scanner, où on voyait la fibrose pulmonaire avec cet aspect spécifique du Covid. Et aujourd'hui, on va dire que la fibrointégration, que ce soit des implants ou des biomatériaux, n'est que le résultat d'une inflammation prolongée. Contamination, réaction à un corps étranger, maladie inflammatoire, chaque fois qu'on a un échec d'intégration de l'implant, c'est parce que autour de l'implant, il y a une inflammation qui va gêner cette ostéo-intégration. Il faut savoir que cette fibrose est un phénomène irréversible. C'est-à-dire que quand tu as eu de la fibrose, c'est fini, c'est ad vitam. On voit des fois des gens qui publient des photos avec des greffes qui, au bout de 8 ans, s'extériorisent, c'est-à-dire sont évacuées. C'est-à-dire que quand tu as de la fibrose, elle va rester indéfiniment jusqu'à ce qu'elle soit évacuée par l'organisme. Alors, c'est un phénomène que tu considères définitivement qu'il ne peut pas intervenir a posteriori. Ça veut dire que le début de l'expulsion entre guillemets du biomatériau ou du matériau quel qu'il soit commence à partir du moment où on le met en place. Oui, c'est-à-dire que soit tu as réussi l'intégration primaire immédiat, dans les 5 premiers jours, soit alors tu risques d'avoir une fibrointégration plus ou moins importante, mais qui fait que parfois, on l'a vu, tu fais une greffe, tu mets l'implant, et puis quand tu veux mettre en charge l'implant, il se dévisse, quoi.
Pourquoi? Parce que la fibrose était là et qu'elle ne va pas permettre à l'implant de s'intégrer. Elle ne va pas permettre à l'implant de s'intégrer. Alors, comment est-ce qu'on chope des bactéries? Premièrement, on n'a pas donné d'antibiotiques. Soit alors on a donné des antibiotiques et ils se sont révélés inefficaces. Soit alors on a donné des antibiotiques et ils n'ont pas réussi à éradiquer totalement les bactéries. Soit alors, c'est ce que j'ai dit au début, la contamination se perpétue à travers l'épithélium. C'est-à-dire que là, c'est une cause externe. Premièrement, on n'a pas donné d'antibiotiques. On sait aujourd'hui que si on ne donne pas d'antibiotiques, on a 3 fois plus d'échecs. On a compris, pas d'antibiotiques, plus de bactéries, plus d'inflammation, stress oxydatif, échec. Alors, Joseph, quand oui. Antibioprophylaxie et quand antibiothérapie? Si tu me laisses finir, je te le dis, mais si tu me laisses finir, je peux. Alors, ok, je te laisse finir alors. Je vais tout tenir, t'inquiète. Alors, récemment, Romandini a publié cet article où il montre que le protocole le plus efficace, c'est la dose unique de 3 grammes d'amoxicilline. Ça, c'est la prophylaxie. Je suis 100% d'accord avec lui, car quand on parle de prophylaxie, ce n'est pas un traitement antibiotique pour une infection, c'est une prophylaxie. Elle n'est efficace qu'au moment où l'antibiotique est au contact des bactéries, c'est-à-dire pendant la chirurgie. Donc, c'est un non-sens de donner des antibiotiques pendant une semaine. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ou alors on tue les bactéries au moment où elles sont en contact avec le site, ou alors donner des antibiotiques pendant une semaine. C'est une dose insuffisante, donc elle n'est pas efficace. Deuxième origine, antibiotiques non efficaces car les patients sont allergiques à la pénicilline. On sait que ces patients ont un risque d'infection élevé, que ce soit dans toutes les maladies, dans tous les cas de chirurgie, soit en implanto. Et récemment, j'avais rencontré Michael Samama où on parlait justement d'osséoimmunologie et je lui parlais justement du problème de l'allergie et il m'a dit, quand il est revenu vers moi avec ses statistiques, il m'a dit 80% des échecs sont des patients allergiques à la pénicilline. Je valide, on s'était penché sur le problème avec Franck Renoir il y a quelques années et on avait observé effectivement une prédominance d'échecs sur les patients qui étaient, alors dans le travail qu'on avait fait, fumeurs, enfin allergiques à la pénicilline et fumeurs. Ben voilà, tu commences à comprendre petit à petit. Mais alors, moi, ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet, mais il m'a fallu cette année de concentration pour démonter tous les mécanismes. Premièrement, on donne des antibiotiques en remplacement et ils sont moins efficaces que l'amoxicilline. Dans le Lancet, Blumenthal a montré que tous ces antibiotiques étaient moins efficaces que l'amoxicilline. Et enfin, Mich et Basma ont montré que les échecs sont 3 fois plus importants quand on donne de la clindamycine en remplacement de l'amoxicilline. Il faut savoir qu'en 2012 est sorti un article qui recommandait l'utilisation de la clindamycine chez les allergiques à la pénicilline. Ils se sont plantés complètement. Mais en fait, la cause, ce n'est pas seulement les antibiotiques, c'est une petite partie. Aujourd'hui, l'immunité va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Premièrement, les allergiques ont une réaction immunitaire inadéquate. Premièrement, ils recrutent insuffisamment les polynucléaires. Ça veut dire que quand ils ont des bactéries, les premières cellules à arriver, que sont les polynucléaires neutrophiles, il n'y en a pas assez. Et donc, évidemment, on laisse les bactéries pulluler. Deuxième raison, l'allergie est une anomalie du système immunitaire. Le lymphocyte T a été identifié comme le responsable au cours de cette conférence internationale de consensus en 2014 et qui a montré que le lymphocyte, en présence de bactéries, va se mettre à bombarder le site de cytokines inflammatoires. Et enfin, troisièmement, les allergiques, en général, sont déficitaires en vitamine D. Et donc, ils produisent insuffisamment des antioxydants. Et donc, ces patients sont en stress oxydatif et voilà pourquoi ils vont faire des infections plus fréquentes. On retiendra que les patients allergiques sont en stress oxydatif. On va évidemment analyser la solution. Troisième cause, la prophylaxie est incapable d'éradiquer les bactéries. On sait tous, les cliniciens, vous savez tous, qu'au 5e jour,
régulièrement, les patients vous appellent en disant « j'ai de nouveau mal et ça gonfle ». Ah, on répond « c'est pas grave, c'est normal ». Non, ce n'est pas normal. En fait, si au 5e jour, ils ont mal et qu'ils ont à nouveau un œdème, c'est que ces symptômes traduisent que la guérison n'est pas achevée. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cytokines inflammatoires et ça veut dire que les bactéries sont toujours là. Quand les gens présentent au 5e jour des symptômes inflammatoires, c'est qu'ils ont toujours des bactéries. Alors, soit ça s'arrange, soit ça tourne à l'infection. Soit l'inflammation est moyenne et on va voir une ostéo-intégration retardée, plus ou moins avec une fibro-intégration, soit l'inflammation est sévère et à ce moment-là, c'est l'infection qui va suivre. Mais en général, ça commence au 5e jour. C'est là où on voit que les choses commencent à se gâter. Alors, Joseph, la conduite à tenir, si au bout du 5e jour, tu as un patient qui t'appelle en te disant « j'ai mal et je suis enflé ». Oui, mais je vais te le dire bientôt. Okay. 4e cause, la contamination de l'épithélium gingival se perpétue. C'est-à-dire, ça a été déjà publié dans le Pério 2000 en 2010, c'est-à-dire que les bactéries peuvent pénétrer l'épithélium et se propager aux parodontes. On va imaginer que l'épithélium, à certains endroits, n'est pas étanche. Que font les bactéries? Elles pénètrent dans le parodonte et donc elles créent une inflammation gingivale au contact de la greffe. Mais qu'est-ce qu'on a vu qui se passait quand il y a une inflammation chronique? On va se retrouver avec une résorption et une fibrose. Et ce qui explique pourquoi, quand on réouvre une greffe, parfois, on a ces petits signes, petite résorption, petite fibrose. Ça veut dire qu'à cet endroit, la gencive n'était pas étanche. Voilà l'explication de la résorption que l'on voit à certains points, pas partout, et en surface toujours. Pourquoi en surface? Parce que c'est la surface qui est au contact de la gencive qui est inflammatoire. Alors, on va prendre des exemples sur ce qui est considéré comme le gold standard, c'est l'os humain. On fait des greffes autogènes et on se rend compte parfois à l'ouverture qu'on a perdu et en vertical et en horizontal. Et ça veut dire qu'à cet endroit, la gencive a laissé passer des bactéries, mais si elle laisse passer pendant longtemps. Et donc cette inflammation continue va provoquer ce que je vous ai dit au débat, la stimulation des ostéoclastes et la résorption. Vous voyez, on voit souvent une vis qui a perdu de l'os. Tout simplement, ça veut dire qu'à cet endroit, la gencive est inflammatoire et c'est elle qui a provoqué la résorption. Et vous allez voir que ça va avoir une incidence sur le traitement. L'inflammation non chronique, elle n'est pas visible. Pourquoi elle n'est pas visible? Parce qu'on ne voit que l'épithélium. Et donc, on a l'impression que le site va bien, mais en fait, le site voit arriver des bactéries en permanence et le site est enflammé en permanence. Et on peut voir deux magnifiques plaques de corticales qui vont se résorber totalement. Ça veut dire que c'est la gencive qui résorbe. C'est la gencive qui résorbe, même une plaque de corticale. Et donc, l'inflammation chronique va résorber tous les types de greffes, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de greffe qui résiste à ce type d'inflammation. Stratégie thérapeutique, le meilleur moyen de lutter contre des bactéries, c'est d'avoir une immunité efficace. C'est d'abord ça la première conclusion, c'est d'abord d'avoir une immunité, c'est-à-dire améliorer et contrôler la réponse immunitaire. Soit d'abord en supplémentant en visée immunitaire, c'est ce qu'on a commencé à faire il y a 1 an, et je vais vous en parler, et peut-être utiliser des antibiotiques dotés de propriétés immunitaires. Ça, c'est un nouveau concept intéressant. Renforcer l'immunité, aujourd'hui, de plus en plus de papiers, le dernier papier de Cantarsi à Harvard insiste sur l'inflammation qu'il faut contrôler pour obtenir une meilleure ostéo-intégration, et pour réduire l'inflammation, il faut améliorer l'immunité, tout simplement. Et donc, comme je travaille sur ce sujet depuis maintenant plus d'1 an, au mois de septembre va être lancé un pack immunitaire qui va permettre de booster de manière incroyable l'immunité des patients. Antibiothérapie à visée immunitaire. C'est quoi ce truc-là? Alors, le Covid, je vous ai dit, le Covid était une expérience scientifique extraordinaire. Les vaccins, mais on a appris tellement de choses. Et moi, j'ai appris tellement de choses grâce au Covid. Alors, prenons un cas clinique que l'on réalise en mois de juin 2020.
C'est un patient allergique à la pénicilline. Il prend du Véro. Le chirurgien, en l'occurrence Jérôme Surmignan, lui donne du Vérodogil. Et le patient ne respecte pas très bien la prescription de vitamine D. Donc, on fait la greffe et 6 jours plus tard, Jérôme m'appelle en me disant « J'ai une infection monumentale. Il y a du pus de partout, à peine on tousse, ça gicle dans tous les sens. Comment on gère ?» Alors, je lui dis « Écoute, avec ce Covid, je vais essayer de ne pas dire des gros mots. Donc, avec ce Covid, je crois comprendre que, et je m'excuse, mon cher Jean-Pierre, je n'ai jamais cru à l'histoire marseillaise de la chloroquine. Jamais. Pour quelle raison? Pour une seule raison. Non pas parce que j'ai une expérience, pas du tout. Mais moi, quand on me dit, si on donne de la chloroquine, il faut donner de l'azithromycine pour que ça marche, ça veut dire que c'est l'azithromycine qui marche et pas la chloroquine. Ça, c'est mon expérience de chirurgien. Et donc, je lui dis, l'azithromycine, on l'utilise aujourd'hui partout dans le monde pour lutter contre le Covid, mais jusqu'à nouvel ordre, le Covid, c'est un virus. Donc, je ne vois pas ce que vient faire l'azithromycine dans le Covid, sauf si l'azithromycine a une capacité immunitaire. Je lui dis, écoute, on va mettre ce patient sous azithromycine, donne-moi 48 heures, ne touche pas au patient, on se donne 48 heures pour voir ce qui se passe. Il n'y a pas de papier, il n'y a aucune publication là-dessus, mais je suis sûr que ça va sortir. Et donc, on lui donne azithromycine pendant 2 jours. 3 comprimés par jour pendant 2 jours et 50 000 unités de vitamine D. Contrôle au bout de 48 heures, l'abcès a réduit de 90%. La douleur a disparu, l'œdème est nettement moins, le patient se sent nettement mieux. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On continue, on surveille. Contrôle à 1 semaine, plus rien. Patient entièrement cicatrisé. C'est la première fois de ma vie que je vois un abcès qui guérit spontanément. Et la vitamine D, tu l'as prescrite pendant combien de jours? Une seule fois, un shoot, un seul shoot. C'était juste pour tester pendant 2 jours, voir qu'est-ce qui allait se passer. Mais on a revu le patient au 4e mois. Et au 4e mois, la greffe a été un succès. On a un petit peu perdu en hauteur, mais disons que la greffe, on a réussi à sauver la greffe et à mettre les implants au 4e mois. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du mois d'août, les papiers ont commencé à sortir. Immunomodulation mediated by azithromycin. Décembre, inhibition of neutrophil inflammatory mediator expression, etc. Des papiers sans arrêt sur l'effet immunitaire de l'azithromycine. Et même en mars, l'azithromycine vient inhiber le stress oxydatif. Magnifique. Évidemment, vous comprenez que tous les matins au réveil, la première chose que je fais, ce n'est pas d'embrasser ma femme, c'est de regarder sur PubMed. Voilà, de regarder s'il n'y a pas un nouveau papier. Et récemment, est sorti un papier qu'ils ont commencé à traiter le lupus, qui est une maladie inflammatoire chronique, avec de l'azithromycine. Ça veut dire que la conclusion, c'est quoi? C'est que l'azithromycine n'est pas seulement un antibiotique, mais c'est un puissant immunomodulateur et un antioxydant. Voilà pourquoi il marche dans le Covid. En association avec la chloroquine, parce que c'est l'azithromycine qui potentialisait l'immunité des patients. Vous avez compris l'erreur que beaucoup ont fait. Mais j'ai aussi une formation d'anesthésiste, donc la pharmacocinétique m'intéresse au plus haut point. Et j'ai retrouvé des papiers qui datent d'environ 35 ans. Et ces papiers ont échappé à la vigilance de mes amis dentistes. Qu'est-ce qu'ils disent, ces papiers? Ils disent d'abord que l'azithromycine se concentre dans les polynucléaires. 160 fois, je répète, 160 fois plus que dans le sérum. Ça veut dire que quand on donne de l'azithromycine, les polynucléaires deviennent de véritables bombes atomiques chargées d'azithromycine. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va retrouver des concentrations extrêmement élevées dans les polynucléaires altérés que sont les polypyocytes. Et voilà l'explication à la guérison de l'abcès. En fait, si on arrive à tuer les bactéries qui sont dans ces polynucléaires, l'abcès guérit. Vous voyez, on retrouve tout dans la pharmacocinétique. L'azithromycine a un effet retard, c'est-à-dire quand on donne une seule dose de 500 mg, elle persiste plus de 7 jours.
très, très supérieure à l'amoxicilline. Et enfin, l'azithromycine a un effet spécifique sur la gencive et le parodonte. Et ça, c'est sorti en 2021. Alors, vous comprenez que l'azithromycine a des avantages extrêmement intéressants, le spectre, la durée d'action, la concentration, l'effet immunitaire, l'effet antioxydant. Comment on va prescrire? Premièrement, depuis 1 an, nous n'avons pas arrêté l'amoxicilline. Pour quelle raison? Je n'ai pas assez de recul. 1 an, pour moi, ça ne suffit pas pour avoir suffisamment d'expérience. Donc, on continue à donner de l'amoxicilline à la dose unique de 3 grammes pré-op, 1 heure avant. Et on donne de l'azithromycine. L'azithromycine, ce sont des comprimés à 250. Vous savez qu'il existe 2 types de présentation. Le Zitromax monodose, c'est-à-dire qu'il y a 4 comprimés à prendre d'un coup, en une seule fois. Moi, ça fait 30 ans que je me soigne au Zitromax quand j'ai une bronchite ou un truc, mais comme ça me casse les pieds de prendre des médicaments pendant 3 jours, ben je prends une monodose et point barre. Moi, je n'utilise que la monodose. Ou alors, il y a la boîte classique qui contient 6 comprimés. Alors, évidemment, on a commencé à tester les protocoles et ils sont appelés à évoluer puisqu'on en apprend tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Cas simple, implant ou ROG simple. On donne 2 doses uniques. Une dose d'azithromycine la veille et une dose d'amoxicilline le matin. Et point barre. On ne donne plus rien. Quand on fait des greffes, on commence par 2 doses uniques. Pareil, une dose d'azithromycine, une dose d'amoxicilline, sauf que on a compris que la gencive pouvait être contaminée par les bactéries et que cette contamination prolongée risquait d'avoir des effets sur la greffe, entre autres un peu de fibrose, un peu de résorption. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On répète une monodose tous les 7 jours. Ça veut dire qu'on donne de l'azithromycine pour 1 mois. Sauf qu'on donne une dose par semaine, puisque une dose par semaine va persister pendant 1 semaine dans la gencive. Et donc, vous avez compris que l'objectif de ce protocole, c'est de traiter le parodonte et pas la greffe. La greffe, elle a été traitée au début. Il faut traiter le parodonte par la suite parce que lui, il est fragile. Joseph, je te reçois 5 sur 5. Ne penses-tu pas que le process médicamenteux post-opératoire est un peu complexe pour certains patients? Écoute, ils prennent 2 doses uniques. Habituellement, tu leur donnes 1 semaine. Donc, ça veut dire 7 fois, voire 2 fois par jour. 7 fois, ça fait 14. Moi, je leur propose d'en prendre 5 en 1 mois. Donc, est-ce que c'est compliqué? Sûrement que non. Est-ce que c'est plus simple? Sûrement que oui. Tu vois, par la prise de médicaments. Ils en prennent en tout 5 fois pendant le mois. Il n'y a pas plus simple. Moi, je n'ai pas trouvé plus simple. D'accord. Et chez le patient qui est allergique à l'amoxicilline? Eh bien, il prend que de l'azidro. OK. Le même protocole sans le même protocole. Voilà. Mais j'insiste. Pourquoi? Parce que c'est. Merci de poser cette question. Je t'adore, JP. Récemment, quelqu'un m'a entendu parler de ça et il m'a appelé, il m'a dit Joseph, j'ai donné de l'azithromycine, mais la patiente, elle ne va pas bien au 5e jour. Je dis ah bon? Oui. Et alors, je lui pose la question, tu as dosé la vitamine D? Il m'a dit non. Alors, tu me dis, elle est allergique à la pénie, donc elle est en stress oxydatif, tu n'as pas dosé la vitamine D et tu penses que l'azithromycine, ça fait des miracles. Si ton immunité n'est pas bonne, ton azithromycine, elle ne sert à rien. J'insiste, les amis, quand les antibiotiques marchent, c'est qu'ils marchent d'abord parce que le patient a une immunité qui est au top. Et l'antibiotique va venir compléter. Ce n'est pas l'antibiotique qui vous empêchera d'avoir une infection. C'est le stress oxydatif du patient. D'accord? Pour bien fixer l'idée, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un protocole miracle. C'est un protocole qui vient s'ajouter à un protocole immunitaire. Vous savez que j'aime beaucoup le métronidazole dans la greffe. Je l'ai publié maintenant près de 20 ans. Ben maintenant, on mélange les deux, l'azithromycine et le métro en poudre sur le greffon. Pourquoi? Parce que ça me permet de mettre aussi ces 2 antibiotiques à l'intérieur du site pour traiter la contamination péropératoire. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est la contamination péropératoire. Bien.
Alors, le biomatériau, on sait qu'un biomatériau est considéré comme un corps étranger. Un biomatériau qui bouge, vous savez, la mobilité des granules, on connaît ce problème, ça induit une fragmentation du cale osseuse et ça induit une oxydation, et qui dit oxydation dit risque d'infection. Alors, la réaction immunitaire, on connaît la réaction au corps étranger qui va perpétuer l'inflammation initiale. Et aujourd'hui, le matériau le plus compatible, c'est l'os humain. Pourquoi? Parce qu'il n'induit pas d'inflammation par lui-même. Alors, quand je dis os humain, pour moi, c'est os humain autogène ou allogène. Je ne vois pas de différence antigénique entre l'os autogène et l'os allogénique. Voilà pourquoi les gens qui utilisent de l'os humain sont contents. Et moi, pendant 25 ans, j'ai fait la promotion de l'os humain, car à l'époque, j'étais formé par Scheffler, qui lui, à l'époque, était un des premiers à utiliser l'os allogénique. Mais on sait aujourd'hui que l'inconvénient de l'os humain, c'est le problème de la perte de volume. En effet, vous pouvez faire un sinus avec de l'os humain, ça marche très bien, même s'il est corticospongieux, mais cet os ne se maintient pas très bien. Et donc, ceux qui utilisent l'os humain savent qu'ils ont une perte de volume. Et donc, pour maintenir le volume, avec Georges Khoury, ça fait 15 ans qu'on conseille de mélanger avec une xénogreffe. La sausage, c'est la même chose. Aujourd'hui, mélanger de l'humain à une xénogreffe a du sens pour réduire cette perte de volume. Vous voyez, le même type de traitement, on voit la différence entre une allogreffe corticospongieuse et une allogreffe mélangée à une xénogreffe. J'entends sur les réseaux des confrères qui mélangent l'allogène et l'autogène. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun des deux n'est lentement résorbable. Donc, ça n'a pas d'intérêt de mélanger de l'allogène et de l'autogène. Sauf à réduire la facture. Mais je dirais que ça n'apporte rien de plus d'utiliser de l'allogène pur. Alors, question, quelle xénogreffe choisir? Si on parle compatibilité, on sait aujourd'hui que le porcin est très proche de l'homme et que le plus loin de l'homme, c'est le bovin. C'est pour ça que quand on utilise du bovin, on voit une réaction inflammatoire, elle est normale puisqu'il y a une compatibilité qui n'est pas excellente. On peut aussi parler d'état de surface. On en parle pour les implants, le nettoyage, l'état de surface propre. Si on agrandit de manière importante la photo, on voit qu'il y a beaucoup de débris. Et ces débris sont inflammatoires. Ça, c'est les débris à la surface du bios. Et ça, c'est les débris à la surface d'un porcin qui s'appelle The Graft de Puro. Donc, on voit que la contamination est moins importante. Et enfin, il y a la porosité qui joue son rôle. C'est que la porosité, ce sont ces canaux à l'intérieur des granules osseux qui permettent la revascularisation du greffon. Cette porosité, quand on compare les trois biomates, on constate que la taille des pores est voisine chez l'humain et chez le porc, alors que chez le bovin, ils sont beaucoup plus petits. La taille d'un microvaisseau, c'est 5 microns. Mais si on additionne tous les pores l'un à côté de l'autre, on va se rendre compte que la surface totale chez l'homme et chez le porc est 10 fois plus importante que dans le bovin. Donc, ça explique pourquoi ces biomatériaux se revascularisent plus vite. Alors, conclusion, l'humain, il n'y a pas photo, c'est le meilleur, mais avec ce que je vous ai dit sur le volume. Choisir une xénogreffe, le porcin, c'est le meilleur choix. C'est celui qui est le moins inflammatoire, c'est celui qui a la porosité la plus favorable, mais il faut que cette xénogreffe soit chauffée, c'est-à-dire fritée, afin de la cristalliser et pour qu'elle devienne lentement résorbable. Si elle n'est pas chauffée, elle va se comporter comme de l'os humain. Et c'est pour ça que quand on compare l'étalon, je dirais, qui est le bios, avec le purgoin, on se rend compte qu'on a certains éléments négatifs que l'on peut récupérer, à savoir la porosité, l'état de surface et la compatibilité. La mobilité des granules, les cales osseux se fragmentent et cela induit une oxydation. La première des solutions, c'est de pincer la membrane.
ça a beaucoup de succès et c'est vrai que c'est l'effet, ce n'est pas la membrane qui est là pour travailler, c'est juste le fait que ça immobilise le greffon ou alors on utilise du sticky bone, c'est-à-dire un matériau qui est collé avec du PRF. En effet, le PRF va nous permettre de coller, de réduire les espaces à l'intérieur et de combler ces espaces avec de la fibrine pour améliorer l'angiogénèse. Alors justement, une petite parenthèse sur le PRF, l'inflammation et l'oxydation. Premièrement, pour rassurer ceux qui doutent encore de l'évidence base du PRF. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1700 publications, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le nombre, c'est que les publications augmentent d'année en année. Ça veut dire que l'intérêt est toujours croissant et surtout que maintenant, on voit surtout des publications qui parlent de mécanismes, non pas d'effets cliniques, mais de mécanismes d'action. Et d'ailleurs, cette année, statistiquement, on va en avoir 450. Donc, ça veut dire que 20 ans après, ce produit, il est toujours d'actualité et il intéresse toujours les scientifiques. Alors, si je vous résume ces 1700 publications, premièrement, le PRF induit une angiogénèse, il est anti-inflammatoire, il est analgésique, il est antimicrobien, c'est-à-dire qu'il réduit la contamination, il est ostéogénique et c'est le dernier papier sur les mécanismes du PRF, à savoir qu'il inhibe l'ostéoclastogénèse. Alors la conclusion, c'est quoi? De mon point de vue, de mon produit, c'est que le PRF est d'abord un puissant antioxydant. Et donc, s'il est antioxydant, c'est un stimulant de l'immunité locale. Voilà pourquoi le PRF est actif, non pas parce qu'il a des… Certes, il y a de la fibrine, il y a des facteurs de croissance, mais le résultat, le mécanisme d'action du PRF, c'est une antioxydation locale. Cette année, on a sorti le Pompac. Ce petit chien, cette petite chienne m'a énormément inspiré. C'est grâce à elle que j'ai mis au point le Pompac. Tu te rappelles, Jean-Pierre, tu avais fait un commentaire sur le fait qu'on faisait des expérimentations animales, mais je ne t'en ai pas… Oui, je t'en ai pas voulu. Non. Si, regarde tes commentaires. Comment j'ai pu faire ça? Non, c'est pas possible. Tu l'as dit, non, mais sous le terme de la plaisanterie, je l'ai pris exactement. C'était un joke. Oui, exactement, c'était un joke. Mais grâce à Pomme, puisqu'elle s'appelle Pomme, cette petite chienne, j'ai mis au point ce Pompac qui nous permet d'avoir des cailloux absolument énormes. Mais cette chienne est toujours inspirante. Regardez, voilà comment elle réagit quand elle va avoir sa pâtée. Elle tourne sans arrêt. Et du coup, ça m'a permis de… Moi, ce qui me rassure, Jo, c'est qu'elle est toujours en vie. Absolument, absolument. Voilà. Et grâce à elle, j'ai mis au point le Pomme Swing, puisque c'est grâce à elle que maintenant on peut faire du sticky bone en seulement quelques secondes. C'est absolument incroyable. Voilà comme quoi nos animaux peuvent nous inspirer. J'ai deux questions. Oui, vas-y, je t'écoute. La première de Frédéric Strimon, qui est dans les Bouches-du-Rhône, je crois, enfin, qui est pas loin de chez moi. Oui. Il te demande: que penses-tu du GTO distribué par Pred, porcin et additif, qui permet la stabilisation des granules? C'est très bien, le GTO. Donc, le GTO, c'est très bien, Frédéric, voilà, tu as ta réponse. Voilà, et la deuxième… Attends, je n'ai pas fini ma réponse. Vas-y, pardon. C'est très bien. Je n'ai pas vu encore de vrais résultats patents. D'accord ? Le principe est bien, sauf que si on colle avec un polymère, qu'en est-il de la vascularisation à l'intérieur? Tu veux dire que le polymère pourrait être une entrave à la revascularisation, c'est ça? Oui, j'attends qu'on me donne les preuves de cette revascularisation rapide. Tu vois? Sur le fait que ça colle, oui, c'est bien. Moi, je colle avec de la fibrine, mais je sais que la fibrine, au contraire, accélère l'angiogénèse à l'intérieur du greffon. Je n'ai pas encore la preuve. Alors, ça sera peut-être publié, ça sera peut-être montré, mais moi, pour l'instant, je suis d'accord sur l'effet mécanique. Je n'ai pas de preuve sur l'effet vasculaire. Je comprends bien, oui. Voilà. Et l'effet immunitaire, évidemment. Il y a une deuxième question de Nabila. D'ailleurs, juste pour
parler de GTO, par exemple, dans le sinus, ça ne marche pas. C'est bizarre. Ça ne marche pas du tout. D'accord. Ça, c'est Patrick Palassi qui le dit. Il dit, surtout, vous ne mettez pas de GTO dans le sinus. Donc, il y a des choses que pour l'instant, je n'ai pas encore compris. Mais on va sûrement, je fais confiance à la science pour nous éclairer là-dessus. Deuxième question. Deuxième question. Concernant ton protocole antibiotique, est-ce que ce protocole peut être appliqué avec plus ou moins des variantes chez le patient qui a une pathologie cardiaque? Alors, vous avez vu qu'on donne peu d'azithromycine. Effectivement, on peut voir des effets de l'azithromycine chez les patients cardiaques. C'est extrêmement rare à ces posologies-là. C'est-à-dire 1 gramme d'azithromycine, ça ne donne, pour l'instant, je n'ai jamais vu de papier qui disent que ça a des effets délétères sur le myocarde ou sur les patients cardiaques. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est très rassurant parce que c'est une dose qui n'est pas très importante. Autre question? Non, pas d'autres questions pour l'instant. Alors, les troubles de l'oxydoréduction, la vitamine D et le cholestérol. Maintenant, ça fait presque 10 ans qu'avec Georges, avec Fouad, avec beaucoup de grands leaders mondiaux, nous avons publié ce papier. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça allait avoir une portée aussi importante. Parce que moi, j'utilise la vitamine D depuis 30 ans dans mon centre antidouleur. Et en fait, la vitamine D va provoquer, via le NRF2, la production d'antioxydants. Le LDL cholestérol est un oxydant. Et donc, il oxyde les ostéoblastes. Et s'il oxyde les ostéoblastes, ben, l'os ne va pas croître. Donc, c'est ce que je vous ai dit, la vitamine D, c'est un élément majeur de l'activation du NRF2, car qui dit déficit de NRF2 dit inflammation, oxydation, déficit immunitaire, résorption osseuse. Donc, voilà comment la vitamine D est active, et c'est pour ça que la vitamine D agit sur tous ces types de mécanismes. L'os, via le métabolisme du calcium, parce que c'est une hormone, et la cicatrisation, l'inflammation et l'immunité, parce que la vitamine D agit comme un neuromédiateur, et on appelle cette activité une activité paracrine et autocrine. Et donc, il faut savoir que depuis longtemps, et même pendant le Covid, j'insistais pour que tout le monde prenne beaucoup de vitamine D. Moi-même, je prenais 10 000 par jour. Ça fait 1 an et demi que je prends 10 000 par jour, 10 000 unités par jour. Et c'est comme ça qu'on pouvait se défendre contre le Covid, tout simplement en améliorant l'immunité. Mais il y a beaucoup de déficients et on chiffre actuellement à 80% la population mondiale déficitaire. Pour quelle raison il y a autant de patients déficitaires? Ben, tout simplement, vous allez comprendre que l'homme, il y a bien longtemps, vivait à poil. Et donc, s'il vivait à poil, chaque fois qu'il était dehors, il prenait du soleil. Et donc, il fabriquait suffisamment de vitamine D. L'homme moderne, il est comme ça. Il a la casquette, il a les lunettes, il a la barbe, il a les habits. Et donc, conclusion, qu'est-ce qui reste comme surface exposée au soleil? Je dirais peanuts. Voilà pourquoi nous sommes tous déficitaires. Parce qu'on ne prend pas assez de soleil tous les jours. Et donc, si on ne prend pas assez de soleil, on ne fabrique pas de vitamine D. On connaît les patients systématiquement déficients, les patients âgés, les patients avec une peau foncée. Il faut savoir qu'aux États-Unis, plus de 50% des décès étaient des Afro-Américains. Parce que les Blacks, ce n'est pas péjoratif, mais juste, il faut bien leur donner une couleur, sont extrêmement déficitaires en vitamine D, puisque même quand ils vont au soleil, ben, ils ne fabriquent pas de vitamine D. Les patients obèses, les patients dépressifs, les fumeurs, les diabétiques. Et vous voyez que tous ces patients-là sont déficitaires en vitamine D. Les fumeurs et les diabétiques, eux, ont une double peine. Ils sont d'abord en stress oxydatif et ensuite ils sont déficients en vitamine D. Et donc, ce n'est pas une surprise quand on perd de l'os autour des implants de se dire mais pourquoi je perds de l'os? Ben, tout simplement parce que le remodelage osseux ne fonctionne pas bien. S'il n'y a pas assez de vitamine D, eh ben, l'os ne se renouvelle pas bien. S'il y a trop de cholestérol, les ostéoblastes sont oxydés. Quand on perd de l'os, la première des choses à faire, c'est de bilanter son patient.
c'est-à-dire de tester le cholestérol et la vitamine D. Quelles sont les données récentes? Les recommandations officielles sont de 400 à 600 unités jour. Mais ces doses ne sont pas suffisantes pour activer les voies métaboliques paracrine et autocrine. Si on veut les activer, ces voies paracrine et autocrine, il faut leur donner 10 à 20 fois la dose conseillée. Je pèse mes mots. 10 à 20 fois les recommandations officielles. Évidemment, vous allez tout de suite me poser la question, est-ce que ces doses sont excessives? La réponse est non, définitivement. Pourquoi? Parce que jusqu'à 10 000 unités, c'est considéré comme normal en physiologie par jour. C'est d'ailleurs un avis de l'Agence de santé européenne qui dit que jusqu'à 10 000, il n'y a absolument aucun risque. La vitamine D, le taux sérique de vitamine D, jusqu'à 100 nanogrammes, normal c'est 30, jusqu'à 100 nanormales, c'est normal en physiologie. Donc, n'ayez pas peur de donner des doses élevées. Alors, justement, on fait de la chirurgie. Est-ce que le taux normal qui est considéré de 30 nanogrammes est suffisant? La conclusion est non, jamais. Il n'est pas suffisant pour faire de la chirurgie, pour combattre le stress oxydatif de la chirurgie, il faut au minimum 50 à 70 nanogrammes. D'ailleurs, la Société américaine d'endocrinologie récemment a publié un papier en disant 40 à 60 serait le taux idéal, sauf que pour ces patients, ils ne sont pas en chirurgie. Or, nous, on est en chirurgie, il nous en faut plus, car la chirurgie est oxydante. Alors, le protocole actualisé, il est comment? C'est Elisa qui est la vraie spécialiste de ce sujet, car elle a publié beaucoup, elle a fait sa thèse dessus, et donc aujourd'hui, on teste les patients et on les supplémente. On teste quels patients? On teste 100% des patients. Je dirais comme pour le Covid, testez, testez, testez. Ne démarrez pas une chirurgie sans avoir le taux de stress oxydatif qui va vous être donné par le taux de vitamine D. Donc, on teste tout le monde, mais on sait qu'on va rencontrer des patients normaux, mais les patients normaux sont à 30, donc 30, c'est insuffisant. Donc, on teste tout le monde et on supplémente tout le monde. On commence dès que possible. Ça, c'est l'expérience de cette année de Covid. On s'est rendu compte que si on voulait vraiment avoir une efficacité au top, il fallait commencer au moins 10 jours avant. Au minimum 3 mois. Mais quand vous avez testé un patient et que vous l'avez trouvé déficient, ça veut dire qu'il va en prendre pour toute la vie. C'est le message que vous allez lui donner. Vous êtes déficient aujourd'hui, vous serez déficient toute votre vie. Donc, vous devez prendre de la vitamine D toute votre vie. Voilà. Et donc, comment choisir la dose? Il y a des patients, ça, a priori, ceux-là, on va leur donner 4000. Et il y a des patients dont on sait qu'ils sont en stress oxydatif. Les fumeurs, les diabétiques, les cancéreux, etc. Tous ceux qui ont des maladies inflammatoires chroniques, les allergiques, eux, il faut leur donner 10 000 unités jour. Récemment est sortie une présentation qui est le Zimadé. Ce sont des ampoules à 50 000. Et donc, moi, je recommande de donner une ampoule par semaine. Ça fait à peu près 7 500 par jour. C'est parfait. Donc, on va retenir qu'on dose toujours le LDL et la vitamine D en préopératoire pour avoir une information importante à donner aux patients. Reste l'ischémie. L'ischémie, comment la gencive et l'os deviennent ischémiques. Depuis Mamoto, on sait aujourd'hui qu'un tissu soumis à une pression excessive ou à une tension excessive va perdre sa vascularisation. Et donc, aujourd'hui, on peut comprendre, juste en regardant un type de cas clinique que sont les escarres. Pourquoi les gens font des escarres? Parce qu'ils compriment leur peau pendant des jours et des jours. Vous savez que la nuit, on se retourne dans le lit. Alors, il y a ceux qui se retournent violemment, comme moi. D'ailleurs, c'est pour ça que ma femme me donne des coups de pied. Et il y a ceux qui se retournent gentiment. Mais on se retourne tout simplement parce qu'à un moment donné, on va avoir l'information par la peau que la pression devient excessive et qu'il faut libérer cette pression. Voilà pourquoi on se tourne la nuit. Mais si on ne se tourne pas et si on reste alité pendant des jours, on va automatiquement rencontrer une nécrose obligatoire. Alors, cette pression ou cette tension vont provoquer une hypoxie et vont donc provoquer un stress oxydatif, qu'il soit muqueux ou osseux. Dans les tissus mous, on sait quand est-ce qu'on va provoquer une tension, soit parce qu'on ferme après une extraction, soit après une augmentation.
Et on sait que l'erreur de beaucoup de praticiens, c'est de libérer le lambeau juste pour fermer. Ça, c'est une erreur. Car libérer le lambeau juste pour fermer, ce n'est pas une libération. Car si on ne tient pas compte, si on ne fait pas attention à cette tension, eh bien on va se retrouver avec des pertes osseuses. Car qui dit tension dit ischémie, qui dit ischémie dit oxydation et donc résorption osseuse. Vous voyez, ces patients ont une tension vestibulaire. Les implants n'étaient pas à l'origine en dehors du volume osseux, mais cette tension va résorber tout l'os vestibulaire et les implants vont se retrouver complètement à nu parce qu'on n'a pas géré la tension au moment de la chirurgie. Et donc, je recommande vivement, c'est ce que je dis dans tous mes cours, quand on fait un relâchement, il faut relâcher plus que nécessaire. Il ne faut pas relâcher pour fermer, il faut relâcher pour laisser la greffe à l'aise sous la gencive. Il faut suturer avec des sutures profondes. Quand je suis revenu de Boston, parce qu'après avoir lu l'article dans Nature, j'ai compris et j'ai pris l'avion pour aller rendre visite à ma moto à Harvard. Et j'ai compris au retour qu'il fallait faire des sutures très profondes afin de libérer la tension dans le vestibule. Et donc, cette suture, elle est importante. Et il faut tester les patients. Quand on a fini nos sutures, il faut tirer sur les lèvres pour vérifier s'il y a toujours de la tension ou pas. Vous voyez, par exemple, voilà des sutures normales. Quand on tire sur les lèvres, on voit bien que les lambeaux sont mobiles. Or, on sait que s'ils sont mobiles, le périos va mettre du temps à se réattacher. Si on change les sutures par des sutures profondes en matelassier apical, on voit bien que le lambeau n'est plus mobile. Et cette mobilité réduite à zéro et cette tension réduite à zéro vont permettre justement de ne pas rencontrer d'ischémie du lambeau. Vous voyez, par exemple, ça je vous montre, c'est intéressant parce que c'est un matelassier apical qui est fait, mais sans fermeture primaire. Mais on voit bien que le matelassier, à lui tout seul, permet une immobilité complète du lambeau et une absence de tension quand on tire sur la lèvre. Voilà un test que je recommande. Quand on a fini, on tire sur les lèvres et on regarde s'il y a de la tension ou pas. La pression sur l'os, évidemment, qu'elle va oxyder l'os, elle est induite par la pression des tissus mous ou alors par l'implant, posé avec un torque inadapté. La pression de la gencive sur la greffe, on connaît toutes les techniques qui marchent aujourd'hui, toutes, sans exception. Celle de Coury, celle des plaques titane, celle des membranes PTFE, toutes, pour moi, elles obéissent à la même règle. Ce sont des régénérations osseuses protégées. Protégées de quoi? Protégées de la pression de la gencive. Voilà pourquoi elles marchent toutes. Vous choisissez celle qui vous arrange ou celle qui vous convient, mais en tous les cas, elles marchent toutes parce qu'elles protègent la greffe de la pression du lambeau. Vous voyez, faire une augmentation horizontale à la mandibule en mettant des vis, ben, qu'est-ce qui se passe? La greffe va se persister jusqu'à la tête de la vis, là où on arrête la pression du lambeau. En vertical, pareil, si vous arrêtez la pression du lambeau, ben vous allez retrouver l'os au niveau de la tête de vis. Si vous utilisez une grille, cette grille, ce concept, je l'ai également décidé dans mon vol de retour de Boston en disant il faut faire du Coury avec une plaque titane qui se fixe comme une plaque de corticale. Et quand on va bloquer la pression verticale du lambeau, eh bien, on va remplir l'espace avec de l'os. Et voilà comment on peut faire une augmentation verticale avec une simple plaque titane vissée et qui se bloque grâce à un filetage spécial. Bien. Maintenant, on parle de l'implant. Est-ce que la stabilité primaire est obligatoire et elle est impérative? J'entends partout la stabilité primaire, on mesure la stabilité de l'implant et plus ça monte et mieux c'est. Moi, je pense qu'il faut se méfier de ça parce que ce n'est pas valable dans tous les cas. Je veux retourner à la physiologie, à la loi de Wolff. Le remodelage osseux dépend de l'activité mécanique. Ça, on le sait. Mais c'est quoi l'activité mécanique de l'os dans la bouche ou dans l'organisme? L'activité de l'os,
On le voit, la marche, la course, la mastication, c'est une activité cyclique. Ça, c'est la physiologie. La stimulation de l'os est cyclique. Elle n'est pas permanente. Alors que la pression de l'implant, elle, est permanente. Donc, ça veut dire qu'on peut se poser la question, est-ce que l'implant exerce une pression délétère sur l'os? On peut d'abord se poser la question, est-ce que quand on met un implant, comment réagit l'os à la pression? La réponse, elle est connue depuis plus de 3 siècles. Hooke, qui est le père de tous les ingénieurs biomécaniciens, a édicté cette règle en disant un matériau réagit à la pression en fonction de sa densité. Si le matériau est souple, il n'y a pas de stress. Si le matériau est dur, alors il va casser, parce qu'il ne supporte pas la pression. Et donc, quand on met un implant dans un os natif, quand cet os est spongieux, qu'est-ce qui se passe? On peut le mettre en pression parce que l'os va se déformer. Et donc, quand on met un implant dans un os trabéculaire, il n'y a pas de stress. Voilà un exemple d'un implant posé dans un os trabéculaire 10 ans après. On peut dire que si on veut qu'un implant reste stable dans l'os, il faut qu'il soit posé dans l'os trabéculaire, même s'il est torqué de manière intense. À l'inverse, quand on met un implant dans un os cortical, cet os est rigide, il est peu plastique, il est peu vascularisé, et donc le stress va être intense. Attention au torque quand on pose un implant. Pourquoi? Parce qu'au niveau cortical, c'est là que la pression est maximale. Et donc, on peut comprendre que si on a torqué dans la corticale, eh bien, la corticale va s'oxyder et se résorber. C'est pareil quand on a un os très corticalisé. Quand on pose cet implant avec un torque élevé, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la cratérisation. C'est une partie de la réponse à ta question tout à l'heure, Jean-Pierre. Quand tu cratérises très vite, c'est que ta pression était trop élevée, tout simplement. D'ailleurs, on voit bien, regardez, un cas, une radio que je reçois avec des implants qui perdent tous de l'os. Quand on fait le scanner, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'os cortical, c'est lui qui se résorbe. C'est toujours l'os cortical qui n'aime pas la pression. L'os spongieux, vous pouvez le torquer à la valeur que vous voulez, c'est de l'éponge, il va absorber la pression. L'os cortical ne peut pas absorber la pression. Et donc, quand on pose un implant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait peut-être revenir à ce que faisaient les brandmarkiens les plus anciens, et je pense que JP, tu as les anciens. Merci Joseph, merci. Oui, on a le même âge, mon chéri. Mais c'est d'utiliser soit un counter sign, soit de faire un surforage cortical. Si tu ne veux pas perdre la corticale, il ne faut pas qu'elle touche l'implant. Ça, ou alors, il y a la deuxième solution, c'est poser l'implant sous cristal. Et donc là, ces 2 mm vont nous permettre de ne pas avoir de résorption de l'os marginal. Si par contre on met un implant dans une corticale épaisse, vous voyez ce qui va se passer. L'os ne va pas aimer du tout. Parce que évidemment, on pose l'implant, on pense qu'il tient bien parce que la stabilité primaire est énorme, et pour mettre en charge, et en fait, on n'a fait que tuer cet os avec une pression trop élevée. Et dans une greffe, comment ça se passe? Je connais la réaction de mes confrères. Ils aiment forer dans un os dense, dans un os très dense, et après appliquer un torque élevé. Il va falloir changer d'habitude, mes chers amis. Ça, c'est complètement contraire à la biologique, car toute compression dans l'os greffé sera fatale. L'os greffé s'oxyde quand il est maltraité. Et il est maltraité comment? Quand on le met sous pression, et donc il se résorbe. Ça veut dire que pour moi, mettre en charge un implant dans une greffe, c'est criminel. Il n'est pas question de mettre en charge un implant après une greffe. Pourquoi? On prend le risque de tuer cette greffe. Il n'est pas question d'appliquer un torque élevé. Dans une greffe, on doit poser l'implant avec un torque réduit. Alors souvent on me dit, alors c'est quoi la valeur? C'est 10, c'est 15, c'est 20. Non, je dis, il n'y a pas de valeur. Il faut que l'implant pénètre gentiment dans l'implant. On ne cherche pas un torque élevé. Alors les applications cliniques, parce que c'est bien, mais il faut qu'on parle de clinique maintenant. D'accord?
réduire le stress, c'est améliorer l'immunité. C'est un travail que nous avons fait avec mon ami Jérôme. Vous avez compris qu'il faut de l'immunité, il faut de la vitamine D, il faut des matériaux non inflammatoires, il faut relâcher la tension, la pression et suturer correctement. Alors, premièrement, et en même temps, ça m'a permis de tester des matériaux autres que l'os humain. Et donc, on a testé The Graft. Mise en place de greffons autour d'un plan, pas de membrane de collagène. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je ne crois pas à l'effet de la membrane sur la contamination de l'os. Et réouverture précoce à 2 mois et demi. Mais ça, c'est le début. Pour moi, l'objectif, c'est 4 à 6 semaines réouvrir une greffe. Même type de chirurgie, ouverture à 2 mois. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le biomatériau s'est intégré. C'est-à-dire on ne voit plus de granules. Donc, ça veut dire que l'osséo-intégration a réussi en 2 mois. Pareil, greffe d'apposition. Qu'est-ce qu'on voit à 2 mois? On voit un os qui a un aspect extrêmement positif, vascularisé, mais on ne voit plus de granules. Pareil, réussite à 2 mois, puisqu'aujourd'hui, la réouverture se fait maximum à 2 mois. Mais tu l'as posé la question tout à l'heure, Jean-Pierre. Oui. Et on ferme pas, quand est-ce qu'il faut fermer? Aujourd'hui, je pense que quand on travaille avec l'immunité, on peut laisser ouvert. On peut laisser ouvert. Évidemment, il faut recourir à quelque chose. Quoi de mieux que le PRF pour fermer, pour recouvrir une alvéole. Et on voit bien qu'au bout d'une semaine, on a une très belle gencive. Le site est en train de se fermer. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'inflammation. Et le cas est une réussite. Regardez, voilà l'implant 2. Il nous manque de la gencive, ce n'est pas un problème. On ne cherche pas à tirer pour fermer. On comble, là encore, c'est du porcin frité. On referme avec du PRF, ça cicatrise sans aucun problème. Mais on veut aller plus loin. Est-ce qu'on peut réouvrir plus tôt? La réponse est oui. À 1 mois et demi, on a à nouveau le même style de résultat, c'est-à-dire un biomatériau qui s'est intégré et un volume qui s'est maintenu. Mais on veut aller plus loin. Est-ce qu'on peut réduire à 4 semaines? Extraction, comblement, là encore, biomatériaux Purgo, réouverture à 28 jours, même pas 1 mois, c'est 28 jours. Scanner de contrôle et forage. Os dense. Pose de l'implant et vous allez entendre, il va monter à 30 newtons. Vous voyez que la greffe ne se déforme pas. Vous voyez, on a une stabilité. Alors, on intervient plutôt parce qu'on ne cherche pas absolument à avoir un os dense. Nous, ce qu'il faut, c'est un os qui soit suffisamment dense pour accueillir un implant, mais on ne cherche pas un os dur. Ce n'est pas du tout notre… Vous voyez, après, on referme, voilà l'image de cet implant posé à 28 jours. Alors, les augmentations, est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut ouvrir une augmentation verticale à 2 mois? Voilà donc une augmentation avec le système FAST. Vous avez compris, c'est identique à un système de Coury, sauf qu'il est posé en quelques minutes. Réouverture à 2 mois, ostéo-intégration terminée. Mais je vous montre quand même la vidéo. Voilà la réouverture à 2 mois, d'une greffe d'augmentation verticale à la mandibule. C'est sympathique. Et forage, os dense. On est à 2 mois. Est-ce qu'on peut faire mieux que 2 mois? Peut-être. Voilà le cas, augmentation, greffe, PRF. Je vous rappelle jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé de collagène. On n'utilise que très peu de membrane de collagène. Incision vestibulaire, je n'ai pas le temps d'en parler, mais aujourd'hui, on pratique cette incision systématiquement. D'accord? Pour réduire la tension. Réouverture 7 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi.
je vous laisse juste interpréter l'image de l'os que l'on a avec, vous voyez, il y avait une petite vis pour une greffe d'apposition en face de l'autre. Voilà, après l'ablation de la plaque, l'osséointégration est déjà finie. C'est-à-dire que tous les grains sont entourés d'os. Ça, c'est un cas qu'on a ouvert aujourd'hui. Vous voyez, c'est une reconstruction maxillaire complète avec le système FAST, apposition et même palatine. Greffe, je vous montre les photos, droite. Regardez à 2 mois la qualité d'os que l'on obtient. Ici, il y en a moins parce que ça a recouvert la plaque, on a été obligé de l'enlever pour enlever la plaque. Donc, en fait, on a fait trop d'os. Alors, est-ce que la gencive est pareille? Oui, parce que quand vous allez contrôler vos patients, tôt, au lieu de les contrôler à 7 jours, contrôlez-les à 5 jours ou à 4 jours. Et qu'est-ce que vous voyez? Une gencive absolument non inflammatoire. Et donc, quand vous voyez ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œdème, la gencive a l'air extrêmement propre, ça veut dire que la bataille est gagnée. Une mise en charge avec une augmentation vestibulaire, vous voyez, regardez comment est la gencive à 3 jours. C'est exceptionnel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce type de biomatériaux, associé au PRF, évidemment, associé à l'immunité, on va avoir un comportement de type allogénique, mais avec un meilleur maintien volumétrique. Et les biopsies. Est-ce qu'on a fait des biopsies? Bien évidemment qu'on a fait. Voilà une augmentation maxillaire complète avec le FAS, pareil. Donc, au lieu de mettre des plaques de corticales, on met des plaques titane. On utilise, là, on a utilisé un mélange purgo et halogène. Et vous voyez, à 4 mois et demi, on a été obligé d'attendre à cause du confinement. Et quand on l'a réouvert, voilà le maxillaire reconstruit sans membrane de collagène. Sans membrane de collagène. Et du coup, ça va me permettre d'introduire à quoi sert une membrane de collagène. Pose des implants et biopsie. Biopsie sur l'os horizontal, c'est-à-dire en antérieur, 20% seulement de connectif tissu, c'est-à-dire très peu d'envahissement des tissus. Greffe verticale, postérieure, seulement 10% de tissu conjonctif. Alors, c'est bizarre. On n'a pas utilisé de collagène et on n'a pas de conjonctif. Donc, ça veut dire qu'il y a un bug dans l'histoire. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru à ce concept où les cellules venant de la gencive travaillent comme des chignols et qui perforent l'os et qui rentrent dans l'os. Ça, je n'arrive pas à l'intégrer biologiquement. Par contre, on peut expliquer l'invasion des tissus mous dans la greffe. Normalement, l'ostéogenèse se fait à partir de cellules souches qui deviennent des ostéoblastes. Et c'est eux qui fabriquent la matrice osseuse. Sauf que, quand il y a une inflammation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les cellules souches ne donnent que des adipocytes, plus ou moins de la fibrose. Et vous avez compris comment le tissu conjonctif pousse dans la greffe. Il pousse parce que la greffe est inflammatoire, et uniquement parce qu'elle est inflammatoire. Et donc, et je dis souvent ça dans mes cours, dans toutes les techniques, ça marche dans 80% et dans 20%, ça ne suffit pas. Mais là encore, je vais dire pour la membrane de collagène, je ne vais pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Il y a des possibilités. Alors, comment prévenir la croissance du tissu conjonctif? Pas d'inflammation. Donc, de l'immunité, être le plus compatible possible, réduire les espaces ou immobiliser avec du sticky bone ou avec une membrane pincée. Alors, cette membrane de collagène, en fait, elle servira à quoi? Premièrement, peut-être, c'est ce que nous sommes en train de vérifier, peut-être que la membrane de collagène serait un frein à l'inflammation et à la contamination transmise par la gencive. Du coup, je dirais que si je conseillerais une membrane, j'utiliserai une membrane à très longue période de résorption. C'est-à-dire la membrane la plus étanche, et je peux vous dire que la BioGuide, ni celle que vous trouverez sur mon site aujourd'hui, ne représente ce type de fonction. Parce qu'elles commencent à se résorber au bout de 3 semaines, et donc elles ne sont pas très étanches. Oui, 3-4 semaines à peu près. Voilà. Donc, si j'utilisais une membrane, alors j'utiliserais une vraie
Je dirais aujourd'hui, il y a une seule membrane qui, pour moi, représente le summum, c'est l'O6+. Mais d'ailleurs, tous ceux qui utilisent cette membrane disent c'est la meilleure que j'ai jamais eue entre les mains, sauf qu'elle coûte un bras. Mais voilà, je vous dis mon sentiment. Je veux dire, et que sa manipulation est moins facile que la absolument. Voilà. Mais bientôt, on va introduire une membrane qui, puisque évidemment, je parle aux fabricants et je leur dis, moi j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose dans ce style. Et bientôt, on va la voir. Mais elle va être plus facile à utiliser et surtout beaucoup moins chère. Et enfin, je dirais qu'il y a un cas où je préconise systématiquement la membrane, c'est les biotypes fins. Là, vous avez vraiment besoin d'une membrane, juste pour retarder un peu, et même si ça dure que 2 ou 3 semaines, ça suffit. Vous voyez, parce qu'on sait que ces biotypes fins sont perméables. Alors, le résumé, c'est quoi? Ischémie ou inflammation, c'est stress oxydatif, veut dire déficit immunitaire, et derrière, vous avez retard, infection, résorption ou fibrose. L'immunité intervient pendant tout le processus de l'ostéo-intégration. Alors, j'ai parlé de puzzle. Il m'a fallu plus d'1 an pour reconstituer ce puzzle. Je vous assure, ce sont des centaines et des centaines. Je crois que j'ai eu entre les mains plus de 500 articles pour essayer de comprendre. Et donc, le tissu osseux, il se remodèle avec les ostéoblastes et les ostéoclastes. Mais si vous voulez que l'os commence à pousser, il vous faut d'abord des antioxydants. C'est la condition première et obligatoire. Et si vous avez des antioxydants, alors vous aurez de l'immunité. Et si vous avez de l'immunité, alors vous aurez des vaisseaux. Ça devient très clair maintenant. Mais quand vous avez des vaisseaux, si vous voulez garder, pas de pression, pas de tension. Si vous voulez améliorer votre immunité, il faut utiliser des matériaux compatibles et il ne faut pas qu'ils bougent. Et enfin, si vous voulez augmenter vos antioxydants, il vous faut de la vitamine D et des suppléments immunitaires. Chers amis, je pense que vous avez compris pourquoi je suis en train de créer cette association de l'ostéo-immunologie orale avec les plus grands immunologistes du monde et les plus grands chirurgiens du monde, car je veux qu'on échange et qu'on essaye de comprendre tout ce qu'on n'a pas encore compris. Vous pourrez nous retrouver sur nos formations et je voudrais juste remercier Purgo, c'est eux qui m'ont permis d'avoir ces centaines de papiers, car vous savez que ça coûte une blinde, et c'est eux qui ont mis à ma disposition tous les papiers que j'ai voulu, et c'est grâce à ça que j'ai pu vous faire un résumé compréhensible et simple au cours de cette heure. Merci et à bientôt. Merci Joseph, c'était un magnifique rafraîchissement cérébral. Vraiment, merci beaucoup parce que là, je pense qu'on a les idées, enfin en tout cas pour ma part, excessivement claires, avec des données qui t'ont été inspirées par ce qui s'est malheureusement passé ces derniers mois, mais qui ont au moins le mérite de faire avancer la science odontologique et à ce titre, tu mérites nos applaudissements. Merci, voilà. Merci. C'est vraiment, c'est très, très intéressant et très enrichissant. C'est pour ça que j'essaie de te voir depuis des semaines. Oui, je sais, mais tu t'es pointé au cabinet, alors on ne va pas raconter notre vie. Oui, exactement. J'ai une question de mon copain Paten. Oui. Est-il prouvé que des publications ou essais cliniques que le PRF améliore la cicatrisation en ce qui concerne les patients qui sont sous biphosphonate par voie orale? Il y en a au moins une vingtaine. Il y en a au moins une vingtaine. Ok. Alors, je précise. La première des actions du PRF, et là je suis très, très clair. Quand vous faites une extraction chez un patient qui prend des biphosphonates, si vous voulez faire une prévention à 100%, je dis bien 100%, de l'ostéonécrose lors de l'extraction, puisque cette extraction, selon la littérature, c'est 84, dans 90% des cas, c'est post-extractionnel. Bien sûr, bien sûr. Ben, mettez que du PRF et surtout, ne fermez pas l'alvéole. Ne fermez pas l'alvéole. Laissez ouvert.
Le PRF vous permet de laisser ouvert. Vous avez compris qu'il y ait un biomate ou qu'il n'y ait pas de biomate. Mais évidemment, la vitamine D, tous ces gens qui prennent des biphosphonates sont déficités en vitamine D, donc il faut les supplémenter, il faut mettre du PRF et il ne faut pas fermer. Et je vous garantis 100% de prévention. Ok. Il y a une autre question de Frédéric Strimon, c'est dans la mesure où tu fais entre guillemets un surdosage au niveau de tes patients, à quoi sert le test? Ça sert le test. Moi, j'ai appris de mes maîtres qu'on ne soigne pas à l'improviste. Moi, j'aime bien savoir combien je donne, d'abord. Est-ce que je vais donner 4 000 ou 10 000 ou 6 000? Et deuxièmement, j'ai besoin de savoir quel est l'état de stress oxydatif de mon patient. Récemment, j'ai eu un patient, un collègue en Corse, grand spécialiste, qui m'a dit « Je me suis fait piéger, Joseph, tu ne peux pas savoir. Je vois venir un sportif qui court comme un malade, qui fait des marathons, des machins, et je me suis dit bah, il est en bonne santé, donc je ne le teste pas. » Il a mis 3 implants, il les a tous perdus. D'accord. Et quand il a testé, le patient était carencé en vitamine D. Oui. Donc, ça veut dire pour moi, et je lui dis, Tony, tu dois le connaître. Tony, je le connais très bien. Voilà. Je lui dis, Tony, tu t'es fait piéger comme un débutant. Je t'ai dit et je t'ai répété, tu ne touches pas un patient si tu ne sais pas comment est son immunité. Et aujourd'hui, si tu veux savoir comment est son immunité, parce que c'est ça qui va décider de l'intégration. Retenez ça, les amis. C'est l'immunité qui va décider de l'intégration. Donc, si vous voulez savoir comment elle est, vous dosez la vitamine D, vous dosez le cholestérol. Ça ne se discute pas. Après, on va donner 4 000, 10 000, ça dépend. Et en plus, on va donner une information au patient. Vous êtes carencé, attention, vous devez prendre de la vitamine D toute votre vie. D'accord. Ou alors, vous allez vivre dans le désert, au Sahara, à poil. Voilà, c'est tout. Ok. Une question de Christian Mollet, Joseph. Oui. La voie du PRP est-elle écartée définitivement pour vous? La quoi, là La voie du PRP. La voie du PRP. La voie du PRP, c'est très simple. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez des publications sur le PRP en dentisterie? Il n'y en a pas. Non. Le PRF a totalement… supplanté le PRP. Non, mais je veux dire, par là, le PRF est… La fibrine, alors, je rappelle à Christian que quand j'ai proposé le PRF, c'était que biologiquement, pour moi, on parlait toujours de caillots. On parlait de caillots. Et on parle encore de caillots. Mais pour avoir un caillot, il ne faut pas d'anticoagulant. Le principe du PRF, c'est parce que j'ai appliqué la biologie à la lettre. Bien sûr. Si tu veux cicatriser, il te faut un caillot. Alors, si tu mets du liquide, c'est bien, mais si tu ne mets pas de caillot, il n'y a pas de fibrine. Donc, si tu veux gagner, il te faut un caillot. Et voilà comment le PRF a complètement, je dirais, atomisé le PRP et le PRGF, qui est un PRP. Plus personne ne parle de ces deux produits. Et aujourd'hui, on voit en orthopédie, en esthétique, comment le PRF est en train de gagner du galon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans les techniques injectables, puisque j'ai mis au point un PRF injectable, je suis en train de leur raconter la biologie. D'accord. Une autre question, mais cette fois-ci concernant les PRF. D'abord, Marc Charrier te remercie pour tes précieuses explications. Y a-t-il une possibilité d'améliorer un biotype gingival via le PRF? La réponse est oui. Sauf qu'il y a une grande limite. Je dis toujours dans mes cours, attention, ne pensez pas que le PRF va faire d'un miracle, c'est-à-dire qu'il va vous transformer une gencive peu kératinisée en une gencive très kératinisée. Ça peut, si votre gencive est déjà kératinisée, vous allez gagner en volume. Ça, c'est en épaisseur. Tu parles de l'épaisseur. Mais si tu n'as pas beaucoup de kératinisé, il faut mettre du conjonctif. On ne fait pas de miracle. D'accord. Très bien. Alors, je regarde, a priori… Alors, juste une précision, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de praticiens m'appellent en me disant, tu sais, j'arrive maintenant à augmenter systématiquement mon épaisseur de gencive kératinisée, car je mets du PRF et je fais une suture apicale. La suture apicale permet d'augmenter le volume de la gencive parce que la suture apicale fait monter le lambeau
C'est une translation coronaire, sauf que comme le lambeau est plus long et que tu le sutures, du coup, tu as de la gencive en trop. Et ça te fait une espèce de bombée qui fait que tu… Voilà. C'est l'intérêt de la suture apicale. Alors, tu n'as pas parlé, alors ça c'est une question de Ludovic Denglos, je crois, ou de Karl Denglos, je ne sais pas. Tu n'as pas parlé de corticoïdes, quel est ton avis sur ces anti-inflammatoires stéroïdiens? Alors, jusqu'à présent, j'ai toujours préconisé de donner des corticoïdes, soit une dose unique de 1 mg kilo, soit les gens préfèrent donner 2-3 jours. Mais vous avez compris qu'aujourd'hui, on est en train de commencer à réduire la corticothérapie. Car la corticothérapie n'est que je dirais, comment dire, le cache-misère. Bien sûr. Tu vois, on donnait de la cortisone. Ça masque la réaction inflammatoire. Exactement. Ça masque l'inflammation négative. Donc, je reste aujourd'hui, si je veux améliorer, je resterai à une dose unique de cortisone, 1 heure avant. C'est ce qu'on a commencé à faire. Il nous faut un peu de recul pour avoir suffisamment de cas pour faire. Mais aujourd'hui, on est à une dose de cortisone 1 heure avant. Dose unique, là encore. Mais évidemment, on bombarde le patient de suppléments immunitaires, on le bombarde de vitamine D, on le bombarde d'azithromycine orale et locale. Donc, si tu veux, on fait en sorte que cette inflammation soit… Jusqu'à présent, on utilise la cortisone parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Voilà, mes amitiés à Karl ou à Ludovic, ça dépend qui c'est qui est derrière l'écran. À mon avis, il y a peut-être les deux. Oui. En tout cas, il y a un truc qui est incroyable, Jo, c'est ton éternel dynamisme et enthousiasme. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Donc, voilà, j'aimerais te remercier une fois de plus pour ça. Merci. Parce que c'est tout à fait dynamisant. Voilà. Écoute, j'aime mon métier. Mes maîtres m'ont donné l'amour de la médecine. Et donc, je dis toujours, est-ce que nos résultats sont parfaits? Non. Mais le principe, c'est de tendre vers la perfection en sachant pertinemment, comme disait Dali, que quoi que vous fassiez, vous ne l'atteindrez jamais. Voilà. Je sais que je ne l'atteindrai jamais, mais j'essaye. Bon, salut les amis, bonne soirée. Merci Jean-Pierre. Je te confirme, les deux Denglos étaient bien présents. Donc, tout le monde était présent à l'appel. Manu, tu veux conclure? Oui, je pense que c'est… Pour vous remercier Joseph pour son travail et son partage d'expérience et ses travaux de recherche qui, j'espère, amènera aussi des réflexions à l'ensemble de la communauté pour continuer. Bon, c'est bien l'objectif que nous en avons tous, l'amélioration de la prise en charge des patients et comprendre comment effectivement on peut s'améliorer au quotidien. On le fait tous et c'est pour ça que j'ai plaisir à inviter Joseph et Jean-Pierre ce soir pour inscrire toujours Thousand Implants dans cette démarche. Donc, on reviendra. Je pense, oui, qu'on reviendra. On a beaucoup de choses. Non, parce que j'ai encore plein de choses à dire. Parfait. Bon, mais pour l'instant, on va laisser tout le monde aller supporter. On va aller supporter l'équipe. Manu, juste un petit mot. Je voudrais remercier Joseph pour son professionnalisme, parce qu'en préparation de ce webinaire, j'avais demandé à Jo de m'envoyer de la littérature et je peux vous dire qu'il m'a gâté. Donc, c'est ça qui est incroyable chez Joseph, c'est sa totale implication dans la dentisterie et dans la recherche des aides qu'on pourrait obtenir et avoir et dont nous pourrions disposer pour traiter nos patients. Joseph, un grand merci à toi. Merci. Je viendrai quand même te voir à Marseille. Hein. J'espère, mais sauf que tu me confirmes le rendez-vous. Salut à tous. Allez, bon match. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci.